nous sommes avec Grégory Tuban, qui est le directeur scientifique du mémorial du camp de Rivesaltes, et on va se prêter à une petite visite de cet endroit historique. Et d'abord, Grégory, première question, qui a construit ces baraquements? Alors, c'est des baraques qui ont été construites, l'aménagement du camp débute fin 1939, il va être surtout construit au début des années 1940, et c'est des travailleurs espagnols qui étaient dans des compagnies de travailleurs espagnols, qui étaient dans les camps, qui vont être appelés pour participer à la construction de ce qui est un camp militaire. D'accord. Parce que le camp de Rivesaltes, initialement, est un camp militaire qui est destiné aux troupes coloniales, des troupes africaines. C'est un centre de transition des troupes indigènes et coloniales, et donc il est créé. C'était un vieux projet, mais qui va être réactivé au moment de la déclaration de la guerre. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, on est donc dans un contexte de guerre. Ces fameux travailleurs espagnols qui sont réfugiés dans les camps, en fait, ce sont des réfugiés de la guerre civile espagnole qui sont arrivés pendant la retirade, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Et les troupes coloniales qu'on veut préparer ici, c'est en prévision de la guerre contre l'Allemagne. C'est dans le cadre de la guerre, on veut les acclimater, c'est le nom, un centre d'acclimatation, pour les envoyer au front. Effectivement, là où tu as raison, c'est que ces Espagnols qui sont dans les camps sont arrivés avant. C'est les camps de la République qui ouvrent au début du mois de février 1939, donc avant que le camp de Rivesaltes soit construit. Et le camp de Rivesaltes est un aménagement donc, qui sort de terre, entre guillemets, fin 39 et début 40. Et donc on voit bien que ce sont des bâtiments militaires. On est sur un îlot, et donc chaque îlot est autonome avec ses cuisines, etc., sa place d'appel et une série de bâtiments pour loger les troupes. Et donc c'est des bâtiments qui datent de 1940. Ouais. Ils sont construits de quelle façon? C'est quel type de construction? Ça a l'air relativement léger quand on les regarde. C'est plus que léger, hein. Ouais. C'est du fibrociment, c'est du bois, c'est des choses qui ne sont pas faites pour durer. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, la question se pose de la préservation, hein. C'est des ruines, et vous voyez qu'ici elles sont étayées, elles sont protégées pour pas que ça s'effondre, parce que c'est extrêmement fragile. C'était des choses qui étaient destinées pour du logement de troupes d'une manière temporaire, quoi. Ouais. Et donc ici, nous sommes dans l'îlot F, c'est ça? Exactement. Du camp. On va peut-être regarder un petit peu quelle est sa superficie, et c'est quand même assez long. Et des îlots, il y en avait combien? Alors, des îlots, initialement, il y en avait 16. Alors, tous ne vont pas être occupés au même moment. Le camp de Rivesaltes, c'est 640 hectares, donc c'est absolument, absolument gigantesque. Là, on est sur un îlot. Donc, un îlot, c'est à peu près 80 baraques. Et chaque îlot ressemble à l'autre. Là, vous avez l'îlot K qui est ici. Oui, là-bas qu'on voit là-bas. Voilà, en fait, nous, on est sur ici la fin du camp, c'est ça. Et quand on regarde là vers c'est quoi? Là, on est vers Sals. Vers Sals. Et dans cette direction-là, c'est le Rivesaltes, et c'est la suite du camp. En fait, le camp de Rivesaltes s'appelle le camp Joffre initialement. Et c'est l'entrée qui est située sur Rivesaltes. Ici, on est sur la commune de Sals. L'emprise au sol est essentiellement la commune de Sals. Mais c'est un camp qui est absolument gigantesque parce que c'est un camp d'entraînement qui n'a pas été pensé pour des populations civiles. Et c'est justement à la fin, lors de la capitulation, hein, lorsque la France perd la guerre, les conditions d'armistice font que la France doit renvoyer les troupes coloniales dans les pays d'origine. Et le camp militaire perd à ce moment-là son rôle stratégique. Et donc le camp sert pour la démobilisation. Et c'est Vichy qui, à la fin de l'année 1940, va décider de mettre une partie du camp à disposition du ministère de l'Intérieur pour loger les internés, les étrangers, qui se trouvent dans les camps, qui sont les camps initiaux de la retirade, donc à Argelès, à Saint-Cyprien ou au Barcarès par exemple. Ouais, où là, ce sont les réfugiés espagnols qui étaient en très grand nombre dans le département. Combien on a une idée de leur nombre? Oui, maintenant on le sait, les réfugiés espagnols, si vous voulez, il y a à peu près un demi-million qui rentre dans le département au mois de fin janvier. Un demi-million, c'est-à-dire plus qu'il y avait d'habitants à l'époque. 2 fois plus. 2 fois plus, ouais. 2 fois plus. Il y a un tri catégoriel à la frontière. Les femmes, les enfants, les vieillards, on les envoie dans ce qu'on appelle des centres d'hébergement répartis dans toute la France. Et les hommes, on les place dans ce qu'on appelle des camps de concentration, hein, c'est la terminologie de l'époque, qui sont installés le long de Argelès, Saint-Cyprien, le Barcarès. On estime qu'il y a à peu près 300 000 hommes qui vont se retrouver internés au début du mois de l'année 1939. Et ce qu'on sait au mois de mars, il y a plus d'internés que d'habitants. Ensuite, d'autres camps vont être mis en place. Et effectivement, lorsque le camp de Rivesaltes ouvre, il y a encore des Espagnols internés, mais pas que. Il y a aussi des réfugiés allemands et autrichiens
qui ont fui l'avancée allemande et qui sont ces réfugiés sont des juifs étrangers qui ont été arrêtés non pas en tant que juifs à l'époque, mais en tant qu'étrangers, sans papier, apatrides, etc., qui sont aussi dans les camps, qui sont pris au piège. Par exemple, il y a les juifs qui ont été expulsés de Belgique qui se retrouvent au camp de Saint-Cyprien. Et donc toute cette population… Ils cohabitaient avec les réfugiés espagnols. Exactement. Voilà, au camp de Saint-Cyprien, il y a un peu plus de 6000 juifs allemands qui vont être envoyés au mois de mai 1940. Et toute cette population qui est prise au piège va se retrouver sous la gestion de l'administration de Vichy, qui va rajouter à la dimension donc, des indésirables, qui est une loi de novembre 1938, qui va être ensuite durcie en temps de guerre, une dimension raciste et une dimension antisémite avec les décrets qui concernent les juifs pris à partir d'octobre 1940. Voilà, Greg, on est sur une partie, on s'est installé là parce que ici on a quand même une bonne idée de ce qu'est la nature et l'environnement ici dans ce camp, qui est un endroit quand même très particulier dans la plaine du Roussillon. Oui, les habitants l'appelaient le Petit Sahara, ou le Sahara du Midi, parce que c'est une plaine steppique où il fait extrêmement chaud l'été, extrêmement froid l'hiver, et puis il y a une tramontane qui souffle. Ouais. Alors aujourd'hui on a de la chance, mais elle arrive de là-bas, des Corbières, et il n'y a rien qui ne l'arrête. Il n'y a rien qui l'arrête, et puis on voit que le sol est aride. Bon, là il y a un peu de végétation, mais il faut bien se rendre compte qu'en 1939-1940, il n'y a rien. On voit sur les photos, c'est vraiment un sol aride. Et effectivement, c'est extrêmement dur pour les militaires, mais ça va être encore plus pour les civils. Et alors, ces civils, en fait, ils vont arriver au début du mois de janvier 1941, d'abord du camp d'Agde, puis du camp d'Argelès. Et ce sont des femmes et des enfants et des vieillards majoritairement. Ouais. Et qui sont des Espagnols, qui sont des étrangers Alors, il y a 3 grandes catégories de population qui arrivent à Rivesaltes. Le premier groupe, ce sont les réfugiés espagnols. Le second, ce sont des juifs étrangers. Et enfin, il y a des nomades français. Alors, c'est des familles qui ont été expulsées souvent d'Alsace-Lorraine, Moselle, lors de l'avancée allemande, qui ensuite ont été arrêtées par les Français, assignées à résidence et enfin mis dans des camps par le gouvernement de Vichy. Ouais, ça c'est un des aspects de l'histoire du camp sur lequel on reviendra, c'est la diversité des populations qui ont été accueillies ici au fur et à mesure que la guerre se déploie et qu'on interne ici ce que tu appelais les indésirables par rapport à une loi qui, elle, d'ailleurs, date d'avant la guerre. Hein, alors la loi date de novembre 1938 et ensuite elle va être prorogée, amendée à plusieurs reprises. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1941-42, qui est l'époque du camp, alors ça s'appelle officiellement un centre d'hébergement, mais on peut parler d'un camp d'internement, il y a plus de 50 nationalités. Donc c'est bien pour montrer ce que certains ont appelé la tour de Babel, c'est-à-dire vraiment on est sur un groupe très hétérogène. Ouais, très hétérogène, construit au fur et à mesure des construit sur le fait que ce sont des populations qui sont considérées à un moment donné comme indésirables ou comme, et c'est aussi une des particularités du camp de Rivesaltes, en surnombre dans l'économie nationale. C'est-à-dire que ce sont souvent des femmes accompagnées d'enfants qui n'ont pas de mari, qui ne peuvent, entre guillemets, les faire vivre, subsister, et donc ils sont considérés en surnombre. Alors il y a différentes catégorisations administratives, mais c'est des gens en fait qu'on ne veut pas dans l'espace public. D'accord. Et donc et ces gens-là se retrouvent dans ce terrain militaire conçu pour endurcir les militaires et dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Là, on va se diriger vers donc ce bâtiment. Qu'est-ce que c'est ça Ça, c'est un bâtiment, on voit bien, qui n'est pas fait pour des civils. Ce sont des latrines militaires pour ce soldat, ce qui fait que les familles qui étaient là, dont beaucoup, tu l'as dit tout à l'heure, étaient arrivés déjà en février 1939. Donc on est avait déjà connu des conditions en février 1941, on est au bout de 2 ans. Voilà, la guerre, l'exil, l'exode, puis l'exil, les camps doivent sortir pour aller faire leurs besoins, doivent sortir des baraques pour aller s'alimenter dans un environnement qui est extrêmement hostile. C'est-à-dire qu'on voit bien que tout est grand et lorsqu'on lit les témoignages, que ce soit le froid, le vent, la chaleur, les conditions extrêmes, il y a vraiment une condition de vie qui vient se rajouter un peu à l'angoisse existentielle, qui renforce. Et puis on peut aussi signaler quelque chose, c'est que pour les réfugiés espagnols, c'est que leur pays, on le voit, puisqu'il est juste derrière la chaîne des Pyrénées. Donc il y a vraiment une mise à l'écart de la société dans un lieu qui est hostile.
Ils étaient pourchassés, mais est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est plutôt une initiative du gouvernement français? Comment ça s'est... Alors effectivement, en Allemagne, on les appelait les Ziegeiner, je n'ai pas l'expression exacte allemande, mais ils étaient rejetés en Allemagne, ils avaient déjà été ciblés, d'ailleurs ils ont été victimes d'un génocide, puisqu'ils vont être déportés à Auschwitz, mais certaines familles vont être expulsées d'Allemagne, et lorsqu'elles vont arriver en France, elles vont être assignées à résidence. Et donc il y a une loi d'avril 1940 qui est prise pour les assigner justement à résidence, et c'est dans ce cadre-là que Vichy va décider de les placer dans des camps. Et donc c'est pour ça que les familles qu'il y a ici, les familles, ce qu'on appelle nomades, hein, c'est la catégorie administrative, sont des familles de l'Est avec des noms comme Reinhardt, etc. Et ce n'est pas des familles de gitans qui viennent d'Espagne, de gitans catalans, de Calais, mais plutôt des familles de Manouches, de Sinti, de Yéniche qui viennent de l'Est et qui vont être mélangées ici à la population, et souvent à la population espagnole, où il y a déjà des gitans espagnols qui sont aussi dans le camp. Ouais. Mais ils sont de quelle nationalité ces gitans qui sont... Alors les nomades sont français. Les nomades sont français. Donc il y a 1400 nomades qui sont des citoyens français et qui vont être internés. C'est les seuls Français qui sont internés en 1941-1942 dans le camp de Rivesaltes, et certains étaient déjà internés dans le camp d'Argelès par exemple. D'accord. Et ils sont internés en tant que Français à l'initiative de gouvernement de Vichy. Exactement. Pas du tout à la demande des Allemands. Non, ils sont internés en tant que nomades français, ils ont des carnets de circulation, et ils vont être mélangés, comme je t'ai dit, à d'autres populations qui sont internées pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'il y a une série, il y a un emboîtement de catégories, ce qui fait qu'en fait tous les gens dont l'État ne veut pas se retrouvent au même endroit. La particularité de Rivesaltes, c'est qu'à un moment donné, donc en 1941, au printemps 1941, il va y avoir l'isolement des populations juives du reste du camp, qui va préfigurer ce qui va venir, c'est-à-dire la déportation en 1942. C'est-à-dire que les Juifs qui étaient jusque-là mélangés avec les autres populations vont être mis à part dans un autre îlot. Combien d'îlots étaient occupés à l'époque par tous ces réfugiés? Alors ça dépend des moments. Là, l'îlot F, c'est un des îlots qui est le plus structurel avec le K par exemple ou le J. Il y a certains îlots qui fonctionnent, qui sont des îlots de fonctionnement du camp, dans lesquels on va retrouver des internés par exemple dans les hôpitaux, dans les écoles. Donc c'est un camp qui est en perpétuel mouvement. On estime qu'il y a 5 îlots où à peu près la population est. Mais ça, c'est la partie civile. Il y a aussi la partie militaire. Et dans la partie militaire, il y a d'autres étrangers qui, eux, sont des travailleurs étrangers, qui ne sont pas considérés comme internés et qui sont des hommes valides et qui sont dans une partie qui est une partie extérieure au centre d'hébergement. D'accord. Donc là, on en vient à la séparation des Juifs du reste des internés. Ils sont mis, tu me disais, dans l'îlot K, c'est ça Alors ça, il va y avoir d'abord une séparation catégorielle avant la vraie séparation, donc qui est la séparation à l'été 42, avec le regroupement donc, des Juifs étrangers dans ce qu'on appelle un centre de regroupement israélite régional en vue des déportations. Donc ça, c'est à l'été 42, et ce camp dans le camp va être effectivement installé dans l'îlot K et va être la particularité cerclé de barbelés, c'est-à-dire qu'il y aura une sorte de camp dans le camp pour vraiment prendre au piège, entre guillemets, en tout cas enfermer cette population, car il y a les opérations, les rafles et les opérations de déportation qui débutent en août 1942. D'accord. À la demande de qui exactement? Pourquoi est-ce qu'on rafle les Juifs à ce moment-là? C'est pareil, une fois de plus, quelle est la part de responsabilité entre les demandes allemandes et les initiatives françaises? C'est un jeu de yo-yo, hein. Il y a les demandes allemandes et les volontés françaises qui s'enchaînent. C'est effectivement une discussion qui va y avoir lieu entre René Bousquet et l'administration de Vichy et René les Bousquet, Allemands. qui était le responsable de la police, hein, c'est ça? Qui était le responsable de la police française, exactement, l'ancienne Sûreté nationale, et qui va se mettre d'accord avec les Allemands pour la livraison de Juifs étrangers dans le cadre de la solution finale. Et les Allemands, les Français vont s'occuper des rafles. Et donc ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les rafles en zone dite libre, en zone non occupée, sont faites à l'initiative des Français et de la police française. Il n'y a aucun Allemand à ce moment-là de l'histoire. Ouais. D'ailleurs, ici au mémorial, dans l'exposition, il y a le fameux télégramme envoyé par René Bousquet au préfet et qui demande notamment de
regrouper à Rivesaltes les juifs qui sont dans les colonies, il faut savoir la colonie de vacances, enfin une colonie où on accueillait surtout des enfants. Et l'idée, c'est quand même de regrouper les familles. C'est bien Alors ça, c'est l'histoire sombre et c'est aussi l'histoire ensoleillée de Rivesaltes. C'est que durant la période antérieure aux déportations, il y a eu des œuvres de secours qui étaient des œuvres majoritairement étrangères qui vont se mobiliser pour sauver. Sauver, en tout cas essayer d'aider au mieux les personnes qui s'y trouvent. Et comme je t'ai dit, c'est souvent majoritairement des femmes et des enfants. Et donc les œuvres, que ce soit le Secours Suisse, que ce soit les Quakers, que ce soit l'OSE, la CIMAD, etc., vont aider les enfants qui vont être placés souvent dans des colonies. Alors ces colonies, elles sont réparties dans le sud de la France et c'est des lieux où on sort du camp, où on peut bénéficier d'une vie relativement agréable, entre guillemets, en tout cas de soins. Et effectivement, René Bousquet envoie une note au préfet en disant « Afin de ne pas séparer les mères des enfants, je vous demande de rapatrier les enfants venant de Rivesaltes dans les colonies vers le camp de Rivesaltes pour les déporter. » Et les déportations concernent les enfants à partir de l'âge de 2 ans. Greg, on est juste à quelques dizaines de mètres de la baraque de tout à l'heure. Et ici, on voit donc émerger au milieu donc, de l'îlot F, ce bâtiment d'architecture qui a été construit, qui a été inauguré en tout cas en 2015, et par lequel l'architecte a voulu vraiment adresser un message. Oui, c'est un bâtiment qui est absolument remarquable, qui est enfoui, qui monte légèrement vers le ciel. Hein. C'est une œuvre de Rudy Ricciotti qui a été primée, qui a eu l'équerre d'argent d'architecture et qui est à la fois dissimulé et à la fois massif et qui surtout a été pensé dans l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, il a été pensé pour ne pas altérer et conserver la ruine. Il est au milieu, il est construit sur la place d'Appel, donc il ne vient à rien remplacer. Ouais. Et donc, à l'intérieur de ce bâtiment, il y a donc il y a un espace muséographique, il y a un espace, mais il y a aussi, c'est très important, un espace de recherche. Et puis il y a des archives, et dans ces archives, il y a des éléments, des documents qui sont particulièrement importants, émouvants, notamment celui dont tu vas nous parler. Oui, on reçoit très régulièrement des archives, et notamment dans le cadre de la refonte. On a récupéré il n'y a pas longtemps l'original d'une lettre qui a été adressée à Edward Romenschläger, qui était un petit garçon à l'époque de 2 ans et demi, par sa mère, Lucia, qui avait été raflé dans le village de Yaux. Oui, en Cerdagne. Hein, en Cerdagne, ouais. Effectivement, qui a été déporté le 3 septembre donc sur Drancy, et qui a réussi en gare de Narbonne à poster un courrier qui lui sera remis bien plus tard, je crois une quarantaine d'années plus tard, qui est un courrier on avait la reproduction, et là on a la lettre originale qui est absolument bouleversante et qui raconte cette histoire très sombre du camp de Rivesaltes, qui est l'histoire la plus sombre, c'est-à-dire l'histoire de la déportation des Juifs sur Drancy et sur Auschwitz. Parce qu'il faut rappeler que le jeune enfant auquel est adressée cette lettre, à l'époque il a 2 ans et demi, donc à 6 mois près il est déportable, puisque l'âge avait été, tu l'as dit tout à l'heure, abaissé à 2 ans. Et finalement il est sauvé, dans quelles circonstances? Alors il est sauvé parce que c'est son grand-père qui prend sa place. Donc c'est une famille, en fait, les Romenschläger, qui est une famille de juifs polonais, qui est réfugiée en Belgique, qui fuit l'arrivée allemande en Belgique en mai 40, qui essaye de passer en Espagne, qui n'y arrive pas parce que la frontière est fermée, et qui s'installe en Cerdagne, dans ce joli village de Yaux. Ils y vivent très bien, jusqu'au rafle de l'été 42, et la famille, certainement avertie, en tout cas le grand-père prend sa place, le petit est confié à une voisine. Le grand-père sera sorti des listes de déportation. Oui, parce qu'il a la nationalité française, c'est ça? Et il va être donc remis en liberté, entre guillemets, mais il sera déporté plus tard, en 1943, je crois, dans le cadre d'opérations de représailles allemandes. Bref, en tous les cas, Édouard est sauvé et sera récupéré par une famille, et puis envoyé ensuite à Toulouse. Et il récupère cette lettre qui est un témoignage vraiment bouleversant de ce qui a pu se jouer à cette époque. On comprend que tout s'est passé en quelques minutes. La mère a décidé de donner son enfant au voisin, c'est ça, je crois que c'est ça. Ouais. Et donc elle a quelques minutes pour prendre sa décision. Les gendarmes sont là, viennent récupérer la famille parce qu'ils ont l'ordre de la récupérer. Et la mère, en quelques minutes, décide de laisser. Et puis elle a cette lettre, alors elle parle plusieurs langues, mais elle s'adresse à son enfant
en lui disant voilà, je pars, je ne sais pas ce que je vais advenir avec ton père, parce qu'ils sont déportés tous les deux. Et elle lui écrit cette espèce de lettre d'adieu qui est vraiment bouleversante. Ouais, on la regardera tout à l'heure, cette liste. Cette lettre, on ira faire un petit tour Bien sûr. dans les archives du mémorial. Donc cet épisode particulièrement dramatique nous rapproche du moment le plus terrible de l'histoire du camp de Rivesaltes, c'est le moment des déportations des Juifs qui sont internés en plusieurs convois. À partir de quand ça commence? C'est ça, à partir de fin août 1942, et c'est 9 convois qui vont partir jusqu'au mois d'octobre, de Rivesaltes sur Drancy, et ensuite de Drancy sur Auschwitz. Et c'est vrai que ça a été une histoire qui a été l'histoire de la déportation, des 74 000 Juifs qui vont être déportés de France vers les camps de la mort. Mais c'est par cette histoire-là que l'histoire de Rivesaltes, la mémoire de Rivesaltes va sortir. Et c'est notamment les travaux de Serge Klarsfeld dans les années 90 qui vont participer à une prise de conscience. Parce qu'en fait, le camp de Rivesaltes, les habitants d'ici le connaissent, c'est un camp qui est militaire, qui est toujours un camp militaire, et qui dans les années 80-90 continue à fonctionner. Mais ça va être un peu à bas bruit, une histoire comme ça, une mémoire. C'est une mémoire en fait, voilà, qui va à bas bruit quand même marquer l'histoire du camp jusqu'à que dans un cadre de ce qu'on appelle le devoir de mémoire dans les années 90 ressurgisse, et c'est par là, notamment avec l'affaire du fameux fichier de l'indépendant, que en fait le mémorial a pu finalement, en tout cas, être là aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que là, on peut d'ailleurs regarder, c'est le moment, je trouve, où on comprend un petit peu la volonté de l'architecte, là, dans la façon dont il a pensé son bâtiment. Donc dans la volonté de l'architecte, on voit bien que le bâtiment émerge de manière très 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 progressive sur toute sa longueur. Et ça correspond à ces années, à partir des travaux de Serge Klarsfeld, à travers ses travaux historiques, puisqu'il a retrouvé pratiquement tous les noms, il a reconstitué le trajet des convois, c'est lui qui a eu cette expression extrêmement forte qui dit que Rivesaltes était le Drancy de la zone sud, donc de la zone sous contrôle entre guillemets libre, enfin sous contrôle de Vichy. Ces travaux-là, très progressivement, avec ces films, avec des livres, avec des prises de conscience aussi des habitants du département, petit à petit, cette mémoire, elle a émergé un petit peu comme ce mémorial, et les gens se sont rendus compte qu'il y avait juste à côté de chez eux un endroit qui était chargé d'une intensité dramatique très très forte et d'une valeur historique aussi également très forte. Oui, elle s'est aussi agrégée à d'autres mémoires, c'est-à-dire que la particularité du mémorial, et c'est ce que la scénographie à l'intérieur restitue, c'est que ces différentes mémoires souffrantes, que ce soit la mémoire espagnole, la mémoire nomade, la mémoire des harkis de leur famille, évidemment la mémoire des juifs qui ont été déportés, qui se sont en fait mis autour d'une même table, dans un même lieu, avec différentes époques, différentes échelles, mais la particularité du lieu, c'est justement l'emboîtement de toutes ces échelles en un seul et même lieu. Et d'ailleurs, en parlant des déportations, on a exhumé une archive il n'y a pas longtemps, lorsque il y a eu en 1986 un centre de rétention administrative. Le préfet de l'époque adresse un courrier. Centre de rétention administrative, je rappelle, c'est l'endroit où on met les migrants illégaux. Enfin, exactement, les étrangers sous QTF. D'actualité actuellement en France, il existe encore. Alors ce CRA ou ce CRA va être déplacé en 2007 lorsqu'il va y avoir le projet de mémorial, parce que c'est difficile à tenir d'avoir un centre où on interne des étrangers dans un lieu où on parle de l'internement des étrangers. Il va être déplacé, mais en tout cas en 86, il est installé dans un des îlots du camp, dans l'îlot N, et le préfet de l'époque dit: est-ce que vous êtes sûr que d'un point de vue symbolique, avec ce qui s'est passé en 42, ça fait sens? Et donc on voit bien que cette mémoire-là, c'est quand même quelque chose qui va être le fil rouge du lieu, et en tout cas de son empreinte, comme tu as dit, mémorielle forte. Ouais. Et ce qui paraît incroyable, là on va parler maintenant de l'arrivée des harkis, et ce qui paraît incroyable, c'est que 20 ans plus tard, toute cette mémoire semble complètement oubliée, et ce camp va rejouer ce rôle de mise à l'écart, on va dire, des indésirables. Bon, nous sommes donc en 1945, la guerre est terminée, surtout le gouvernement de Vichy n'existe plus, et à ce moment-là, le camp qui était jusqu'ici
laissé au ministère de l'Intérieur. Pour partie. Ouais, pour partie, donc et revient dans le giron de l'armée, donc du ministère de la Défense. Et qu'est-ce que fait l'armée? En fait, le camp est occupé par les Allemands en novembre 1942, donc ça redevient un camp 100% militaire. C'est les Allemands qui ferment le camp d'internement. Et effectivement, à la libération, alors une partie du camp va servir de centre de séjour surveillé pour les personnes suspectées de collaboration et pour des étrangers aussi qui traversent la frontière. Mais tu as raison, l'armée va créer un dépôt de prisonniers de guerre allemand, le dépôt numéro 162, et les Américains vont livrer comme ça à peu près 10 000 soldats qui viennent d'un peu partout, qui sont des soldats allemands, autrichiens et quelques Italiens aussi, notamment pour déminer le littoral et participer à la reconstruction. Donc ça devient un des principaux dépôts de prisonniers de guerre allemands jusqu'en 1948. Et donc, une fois les prisonniers de guerre allemands partis, l'armée utilise le camp pour s'entraîner, pour faire ses exercices, etc. Mais à partir de la fin de la guerre d'Algérie, le camp reprend contact avec l'histoire. Exactement. Déjà, durant les événements en Algérie, il y a des périodes où le camp va servir temporairement de zone d'internement, notamment pour des membres du FLN ou suspectés de l'être. Ça va être une prison au début de l'année 62. Mais tu as raison, après, à la fin de l'année 62 et au début 63, le camp va servir à recevoir des familles de harkis, d'anciens harkis et leurs familles qui vont arriver en masse. Il y en a 8000 qui arrivent et qui vont être installés dans les parties du camp qui sont des parties qui ont été abandonnées. Puisque tu l'as dit, le camp redevient un camp militaire, mais ce n'est pas l'entièreté du camp. Il est taillé d'une manière trop grande. Ces 640 hectares, ils ont été pensés en 1939, en temps de guerre, et donc en 1954 ou en 1960, il n'y a plus d'utilité d'avoir une aussi grande emprise. Et donc les bâtiments, notamment les bâtiments de l'ILOF, sont en mauvais état. Et c'est à ce moment-là que les familles de harkis qui arrivent vont être non pas logées dans des baraques, mais vont être installées dans des villages de tentes, parce que les baraques sont dans des états de décrépitude complet. Et donc on est durant l'hiver, et donc les conditions sont absolument dantesques, et donc les mêmes causes entraînant les mêmes effets va se rejouer ce qui s'est joué effectivement 20 ans plus tôt. C'est-à-dire des populations fragiles qui arrivent dans des conditions extrêmes et avec une surmortalité infantile, etc. Ouais. Et une partie du camp donc, va être réhabilitée pour ces familles, ce qu'on appelle les villages civils, et qui vont suivre à ces fameux villages de tentes. Et on estime qu'il y a à peu près 22 000 personnes, 22 000 harkis et leurs familles, qui vont passer ainsi entre 1962 et 1965. Ouais, je me souviens, ici dans le camp, au plus fort de son occupation par les harkis, c'était la deuxième ville du département. En fait, il y avait à peu près 5300 habitants, donc des harkis avec leurs familles qui sont installés ici. Même, et c'était surtout le premier groupe scolaire. Ouais. Parce que la particularité de cette époque-là était que il y a eu un groupe scolaire qui a été installé alors de l'autre côté dans l'îlot Mangin et pour scolariser autant que faire se peut les enfants. Et donc j'ai le chiffre, je crois que c'est plus de 1000 enfants qui ont été scolarisés. Et donc ça faisait de ce groupe-là le premier groupe scolaire du département, bien entendu sur un seul et même oui, parce que environnement. Là, il y a quand même 2-3 précisions à apporter. La première, c'est qui sont les harkis? Ce sont des combattants de l'armée française, algériens, qui ont été souvent par miracle rapatriés en France, puisque les ordres étaient de les laisser en Algérie. Ils ont pu revenir en France, notamment grâce aux militaires, et ils ont dû recouvrer une nationalité, c'est-à-dire le temps, il y a eu une période où ils devaient reprendre une nationalité, et donc ils ont été effectivement mis dans ce camp pour des durées qui sont plus ou moins longues, mais certaines familles tout de même sont restées, notamment dans un hameau de forestage, puisqu'en 1965, un hameau de forestage est créé juste ici, donc il est vraiment à quelques... Ici, là, voilà, il est situé dans les bâtiments, enfin à côté de l'ancienne AFPA, donc, qui est juste là. Et ce hameau de forestage, donc il regroupe 25 familles qui travaillaient notamment à des travaux forestiers, notamment pour les incendies, pour planter des arbres, etc., seront déplacés en 1977. Donc il y a encore une survivance de cette histoire jusqu'en 1977.
ce qui est particulièrement unique. Ouais, parce qu'il faut, et ça c'est important de le rappeler, les harkis qui sont rapatriés en France et qui sont dans des camps, les enfants ne vont pas à l'école du village. L'idée est de les garder dans une espèce d'autarcie, de ne pas les mettre en contact avec l'extérieur. Et c'est cette manière de procéder qui survit avec les fameux hameaux de forestage où on demandait aux harkis de faire comme ça des travaux il dépendait, alors le hameau de forestage, ça dépendait de l'office des forêts. Les enfants du hameau de forestage, hein, dont Kader Gouta et son frère, hein, Bernard, eux allaient à l'école de Rivesaltes à ce moment-là. Mais là où tu as raison, c'est durant la période du camp dit des harkis, hein, 63-64, les enfants étaient scolarisés dans un groupe scolaire vraiment spécial qui était lui-même situé à l'intérieur du camp. Mais ils n'étaient pas seuls puisqu'ils vont être rejoints par d'autres enfants, notamment des enfants de tirailleurs guinéens, puisqu'il y a à peu près 800 tirailleurs guinéens qui étaient pareils, qui étaient des Guinéens qui avaient choisi de servir la France et qui vont être ensuite rapatriés. Et ces familles vont être au camp de Rivesaltes jusqu'en 1966. Et on a aussi comme ça la trace de familles qui arrivent d'Indochine, enfin du Vietnam. Et donc il y a une période, cette période 63, 64, 65, un peu post-coloniale, où des populations venues d'anciennes colonies françaises vont se retrouver regroupées dans cet espace. On parlait tout à l'heure de la surmortalité des enfants harkis, liée aux très difficiles conditions de vie, liées aussi, on peut penser à une forme de stress avec tout ce qu'ils avaient vécu. Les harkis qui sont morts ici au camp ont été enterrés dans le sol, comme ça, dans un lieu qui était répertorié et qui était connu, mais ce n'était pas le cimetière du village. Et ces corps ont été enlevés, prélevés dans les années 80. Alors c'est effectivement un sujet, parce qu'on est toujours sur un lieu en fait, d'investigation. Hein. L'histoire du camp de Rivesaltes n'est pas entièrement écrite, il y a comme ça des zones grises, des zones qui sont peu éclairées. Et effectivement, cette question du cimetière du cimetière harki a fait l'objet récemment de fouilles pour retrouver l'emplacement, en tout cas localiser l'emplacement. Donc il est situé à quelques pas de l'ancien cimetière allemand, puisqu'il y a eu aussi un cimetière de soldats allemands où il y a eu plus de 500 jeunes hommes qui ont été enterrés. Hein. Les corps ont été ensuite déplacés dans un cimetière militaire. Et effectivement, ce cimetière a fait l'objet de fouilles par l'INRAP et d'une mobilisation. Et l'enquête se poursuit pour comprendre comment effectivement les corps, à un moment donné, ont été déplacés. Oui, parce que quand les fouilles ont été faites pour les familles qui demandaient à savoir où étaient passés leurs défunts, on s'est rendu compte que les corps avaient été déplacés. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que les corps avaient disparu. Effectivement. Ouais. On peut imaginer que, et ça on parle de ça il y a 1 ou 2 ans. C'est très récent et c'est toujours un sujet qui est en cours d'investigation. L'INRAP et toute une série de personnes travaillent pour justement comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80, puisque c'est à ce moment-là où les corps ont été effectivement certainement bougés. Bon, là encore, on voit à quel point cette mémoire elle est profonde, cette histoire elle est longue, et on voit à quel point elle génère finalement des blessures extrêmement profondes et des traumatismes importants. Oui, il y a une valeur symbolique pour les familles hein, qui sont passées ici ou qui ont perdu quelqu'un. Donc il y a des mémoires souffrantes individuelles, et puis il y a aussi quelque part une histoire plus générale, plus globale, qui questionnent, et c'est pour ça que les gens qui viennent ici, en fait, et c'est tout l'intérêt du mémorial, en fait, viennent des fois pour une mémoire, mais découvrent les autres. Oui, et donc cette question de prendre conscience et une sorte d'éveil et de réfléchir sur en fait, l'histoire du second XXe siècle en France, et une histoire européenne et une histoire coloniale. Ouais. Donc on est vraiment dans un lieu qui est particulier, et on est aussi dans un des rares lieux où les bâtiments qui ont servi à interner des gens en 1941-42 sont toujours en place. Ce qui n'est plus le cas, par exemple, des camps d'Argelès ou du Barcarès, par exemple. Ouais, tout à fait, ouais. Donc on comprend vraiment toute la singularité de ce lieu et toute l'importance qu'occupe le mémorial. Donc on va aller justement y aller au mémorial, on va notamment aller découvrir les archives. Allons-y. Donc là, ici, on est au milieu de cette ILOF, sur l'ancienne place d'appel, et on va descendre la rampe qui permet d'accéder au mémorial. Cette ILOF,
il a été racheté par le département des Pyrénées-Orientales à l'armée pour justement, dans l'objectif de construire ce mémorial, après une mobilisation, ce qu'on peut appeler une mobilisation citoyenne autour du sujet. Oui, il y a eu cette affaire que l'Indépendant avait sortie, la découverte dans les poubelles, en tout cas la déchetterie, d'une partie des archives relatives au camp 41-42, dont des archives relatives aux déportations des Juifs. Nonobstant le fait que cette affaire a fait beaucoup de bruit à l'époque, il y a eu des citoyens, des gens comme Claude Delmas, Claude Vaucher, enfin tout un tas de personnes qui se sont mobilisées en disant mais il faut faire quelque chose de cette histoire. Et c'est concomitant avec la sortie d'un film qui s'appelle Le Journal de Rivesaltes, qui était sur le journal d'une infirmière, Friedel Reiter, qui sort au même moment. Et donc il y a une mobilisation citoyenne, vraiment, il y a des articles de presse, etc. Qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire? Comment on la traite? D'autant que la découverte des archives survient après toutes ces années 90 dont on a parlé tout à l'heure, tout le travail de remise au jour fait par Serge Klarsfeld. Exactement, ou les associations de réfugiés espagnols, etc. Ça intervient à ce moment-là. Et ce qui va jouer, c'est que le terrain sur lequel on est doit être vendu pour, alors c'est pas très clair, une zone d'industrie, faire un supermarché, enfin il y a plusieurs, en tout cas il doit être vendu par les domaines, l'armée doit le vendre. Et à ce moment-là, Christian Bourquin, donc, qui est président du conseil départemental, décide d'acheter l'îlot et de le faire classer au monument historique, de façon à patrimonialiser le site sur lequel on est. Et c'est le premier étage, entre guillemets, du mémorial, qui ensuite, le projet donc, citoyen passe à un projet d'action publique, d'action politique, et les citoyens vont accompagner l'émergence du projet, qui va prendre de l'ampleur lorsque Christian Bourquin va quitter le département et va prendre la tête de la région. Et donc là, le projet grossit, grandit en quelques mots, jusqu'à ce concours d'architectes qui est remporté par Rudy Ricciotti, et le projet du mémorial qui a aujourd'hui 10 ans, puisqu'il a été inauguré en octobre 2015. Oui, en octobre 2015. Et donc on voit bien comment ce qui, au départ, est une prise de conscience très progressive, a abouti à ce projet extrêmement ambitieux. Et là, on peut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait pour justement donner toute la visibilité qu'il mérite à ce site, qui est quand même remarquable. Oui, parce que le premier projet, si on se place en 97, 98, 99, on parle de restaurer une baraque, on parle de faire un petit centre d'interprétation. Le projet initial n'a jamais été de faire un grand mémorial de 3000 m², avec une architecture remarquable, un accueil scolaire, une salle d'exposition, des archives, etc. etc. Il s'est surdimensionné en même temps qu'il y a eu une prise de conscience avec des gens connus, Simone Veil, tout un tas de personnalités, Robert Badinter, des gens qui se sont mobilisés. Donc le sujet a pris, je dirais, a pris de l'ampleur et on arrive effectivement à ce monument qui est construit et qui sort de terre et qui est inauguré il y a tout juste 10 ans. Et qui n'est pas seulement un monument, mais aussi un centre de recherche. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. On a vu que la construction du mémorial avait quand même beaucoup de rapport avec le fait qu'il s'agissait de ne surtout pas mettre en concurrence des mémoires qui étaient très diverses, qui s'étendaient sur une très longue période, mais au contraire de leur donner du sens. Et la façon dont on veut donner du sens, c'est par la recherche, par la connaissance, par le travail historique. Tout à fait. On a un conseil scientifique présidé par Laurent Joly, avec des spécialistes de toutes les périodes, un centre d'archives, de documentation. On organise des colloques, on organise des conférences, on essaye de participer à la science historique, mais pas que, pour justement documenter et permettre d'apprendre et de continuer à apprendre. Il y a tout un tas de sujets. Moi, par exemple, je travaille sur la période des militaires, des tirailleurs sénégalais en 1939-1940, qui passent à Rivesaltes. C'est quelque chose qui est peu connu, peu documenté, et c'est important parce que c'est aussi une part de l'histoire du Roussillon et de l'histoire française. Oui, tout à fait. Donc voilà, en fait, les archives, ça c'est ce qu'on a reçu très récemment. Donc voilà la fameuse lettre, qui sera de 1942, de septembre 42. Et on a aussi par exemple les fiches d'internement de ses parents. Et lettre qu'elle fait passer, on pense à un passager de la gare de Narbonne. On ne sait pas comment elle est arrivée, mais elle a été postée. On voit bien d'ailleurs au pli qu'elle est oblitérée, et c'est ce qui permet de savoir. Et après, on a une série d'autres documents. Donc, par exemple, ici, on a les fiches d'internement de ses parents.
c'est ce que je te disais, la terminologie en fait est centre d'hébergement et pas camp d'internement, puisque les internés étaient considérés comme des hébergés. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu notamment de la période harkie. Moi, j'ai un souvenir, on a beaucoup de photos à l'indépendant de cette période-là, qui sont exposées ici d'ailleurs. Et notamment, on voit bien que le camp est d'abord un camp de tente. Et j'ai en tête cette photo où on voit un barbier installé juste sur une toile et qui reçoit les clients et les coiffe. Et c'est vrai que ce village de tentes, qui sont des tentes militaires, hein, des tentes marabouts, est installé parce que le camp n'est pas en état, De les disons, recevoir. la partie du camp n'est pas en état de les recevoir.